Voilà. Bonjour Garlone. Bonjour Pascal. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un livre de nouvelles intitulé Sous les plumes du vent et qui est paru en fait aux éditions Strategicus en 2022, donc c'est tout récent. Alors, avant d'aller un petit peu, je dirais, dans ces nouvelles elles-mêmes, je te présente brièvement, tu es anthropologue. Et Oui, tu as eu l'occasion de séjourner à plusieurs reprises dans des communautés de différentes populations autochtones du Québec, ce qui a oui, précisément inspiré en partie tes nouvelles, oui. parmi d'autres choses, où il y a également de fait question de rencontres avec des personnages qui sont marqués tantôt par l'alcool, tantôt par la mort, également la détérioration de leur environnement. Alors en fait, puisqu'il y a quand même pas mal de questions de ces communautés autochtones, j'ai envie de te poser la question, pourquoi cet intérêt particulier pour ces populations autochtones du Québec ici? Bon, d'abord, c'est un intérêt qui remonte, je dirais, à l'enfance. Les populations amérindiennes en général, j'avais pas encore distingué enfant les populations des plaines américaines, par exemple, ou du Grand Nord canadien. C'est des modes de vie assez différents. Et puis, voilà, après, c'est l'école, l'université. J'ai donc un doctorat en anthropologie et j'ai eu la chance d'avoir une bourse du gouvernement canadien, parce que comme vous l'entendez à mon accent, je n'ai pas l'accent du Québec. Et donc voilà, je suis venue faire mon doctorat sur les populations amérindiennes. Et donc toute ma vie, j'ai travaillé après au fur et à mesure de contrats euh, chez les Atikamekw, chez les Inuits, qui ne sont pas des Amérindiens, Inuits. Et, mais pourquoi depuis petite, je ne sais pas, peut-être parce que j'aime aussi beaucoup la nature, je fais beaucoup de randonnées, j'ai une grande passion pour les animaux aussi, j'avais cette vision que c'était des peuples proches de la nature et respectueux de leur environnement. Peut-être ça qui m'a séduit chez eux. C'est ça. Et anthropologue, tu peux nous rappeler, Gardon, en quelques mots, en quoi ça consiste exactement? Je dirais peut-être que les gens ils connaissent, en France et peut-être en Belgique, c'est peut-être plus connu sous le nom d'ethnologue. Mhm. L'anthropologue le plus connu en Europe, ce serait Claude Lévi-Strauss. Bien sûr, je n'ai pas la carrure de Claude Lévi-Strauss, mais voilà, on s'intéresse aux populations vivantes. Euh, à l'inverse des archéologues. Et donc, on étudie leur système de parenté, leur système religieux, leur façon de se déplacer, même parfois, leurs habitudes de chasse, de trappe. Donc, c'est vraiment regarder l'humain vivant ailleurs que chez nous. Mhm. Quoique, il y a des anthropologues qui travaillent aussi sur les sociétés contemporaines, mais c'est l'étude de l'homme vivant. C'est ça. Et ici, en fait, par rapport justement aux différentes populations autochtones du Québec, tu peux un peu nous définir quelles sont les particularités de ces différentes populations et quels sont, le cas échéant également, les problèmes que ces autochtones ont pu rencontrer au Québec ici peut-être en particulier. Bon, ce sont essentiellement des chasseurs nomades qui parcouraient le territoire une grande partie de l'hiver en petits groupes familiaux là, pour se répartir sur les ressources et qui se retrouvaient peut-être plus en grands groupes l'été. Et peut-être je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'en Europe là, mais effectivement, quand les Européens sont arrivés, ils ont vraiment été repoussés suite à la colonisation, à la déforestation, de plus en plus dans le nord, jusqu'à quel point que même certaines populations amérindiennes ont demandé que des terres leur soient réservées. Et d'où le mot réserve. Quand on dit les Amérindiens vivent sur des réserves, c'est parce qu'à la base, c'est qu'ils avaient demandé au gouvernement qu'on leur réserve des terres, donc des terres dans lesquelles il n'y aurait pas d'exploitation forestière, parce que il y en a eu, et il y en a encore beaucoup, beaucoup au Québec, lesquelles les colons ne pourraient pas venir s'installer. Mais même ces terres réservées ont fondu comme chagrin au fil des siècles. Donc Mhm. ça a déjà quand même été un premier traumatisme. Et le grand traumatisme dont on parle beaucoup, beaucoup quand même depuis quelques années, c'est les fameux pensionnats. C'est-à-dire que dans les années 50, mais même avant, ça remonte presque fin 1800 pour les tout premiers pensionnats canadiens, pas forcément québécois. Donc on allait dans les réserves.
et on prenait littéralement les enfants et on les descendait dans le sud, donc dans des pensionnats pour jeunes Amérindiens. Euh, bon, le premier choc, c'est qu'ils étaient bien évidemment coupés de leur famille, mais aussi de leur langue, parce qu'on leur interdisait de parler leur langue maternelle. Donc, en fonction d'où ils étaient au Canada, donc on les a francisés ou anglicisés. Et ils ont vécu aussi beaucoup de sévices physiques, psychologiques et sexuels. Donc, on les appelle les survivants au pensionnat. Et lorsqu'ils rentraient parfois l'été, même pas tous les étés, il y avait vraiment une scission avec eux et leurs parents, puisqu'ils étaient même plus en mesure de communiquer avec leurs parents pour certains, puisqu'ils avaient oublié leur langue. Donc ça a été un traumatisme de plus parce que le savoir, les techniques traditionnelles ne pouvaient plus être diffusées par l'absence. Et puis après, même quand il y avait présence, le dialogue était rendu difficile. Plus, il récupérait quand même des jeunes traumatisés. Donc, on est rentré là dans un cercle de violence, de suicide, dont ils se remettent encore à peine. Tu parles de pensionnat en fait tenu en particulier par des religieux, c'est ça? Essentiellement. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, il y a Alors, des populations amérindiennes qui ont réclamé. La Covid a complètement perturbé ma ligne du temps, mais il me semble que c'était quand même avant la oui, Covid qu'ils sont allés jusqu'à Rome pour demander des excuses au pape. Parce oui. que ça reste malgré tout des peuples très religieux. Oui, c'est ça, mais il y a toujours aussi un petit peu le choc, j'ai envie de dire, de deux civilisations ici, peut-être une civilisation chrétienne et puis une civilisation qui est plus liée à leurs traditions personnelles, qui sont un peu mises à mal par rapport justement à une inculturation, une volonté de faire prévaloir une religion sur une tradition ancestrale. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose de singulier et vraiment de notable chez les Inuits. C'était donc les Inuits, les conditions de vie quand même extrêmement difficiles. Hein, Mhm. c'est 10 à 11 mois d'hiver où il faut survivre au blizzard, parfois des semaines entières sans trouver de gibier, aller chasser le phoque au-dessous de la gloue. La gloue, c'est la respiration du phoque en Inuktitut. Euh, donc, plus il y a de difficultés, on va le noter chez plusieurs populations du monde, plus il y a de tabous. Donc, c'était des sociétés qui vivaient sous des tonnes de tabous. Alors, quand les missionnaires sont arrivés, puis que leur a dit, tiens, on va vous christianiser, puis en gros, c'est quoi les règles, les obligations, les interdits? C'est ben, vous allez devoir manger beaucoup de poissons, aller à la messe une fois par semaine. Je résume, mais alors là, les Inuits, ils ont regardé ça, ils se sont dit, c'est tout. Et ils ont fait le troc, si j'ose dire, pas tous là, hein, mais certains. D'ailleurs, il y a des anthropologues qui ont écrit là-dessus. Ils se sont auto-christianisés parce que c'était une religion très facile. On a même découvert un petit rituel de christianisation entre eux qui s'appelle le cirque. Donc oui, il y a eu l'imposition, mais parfois accueil très favorable de cette religion très facile avec finalement très peu de tabous. D'accord. Pour la petite histoire, pour la petite Voilà. histoire. C'est important parce qu'effectivement, c'est un aspect important des nouvelles et la photo d'ailleurs nous indique un petit peu de fait de quoi il retourne. Alors, c'est un recueil de nouvelles sous les plumes du vent, mais en même temps, on a l'impression que sous les plumes du vent, c'est relativement léger. Or, quand même, il y a des nouvelles qui sont, je dirais, relativement anxiogènes, en tout cas, parfois avec une connotation un peu angoissante. J'avais envie d'en prendre en fait quelques-unes parmi d'autres, Garlone, pour te demander un petit peu, après avoir lu un extrait sans spoiler la nouvelle, donc je dirais évidemment exclusivement le début pour donner le goût, mais te demander un petit peu justement pour chaque nouvelle, quelle est un peu cette inspiration, d'où est venue l'idée, pourquoi ça a germé comme ça, de cette façon-là en toi. Euh, alors, je disais que de fait, c'était pas forcément toujours extrêmement léger. Alors, commençons tout de suite par une nouvelle, je dirais, plus anxiogène que d'autres, que tu as intitulée Le pendu du bois. Mhm. Ça commence par un petit bruit, faible, comme un grincement.
à peine de quoi attirer l'attention. Puis, comme une ombre sur le visage. Machinalement, elle lève les yeux. Le choc la fait reculer précipitamment, ses pieds s'en mêlent et elle tombe assise par terre. Elle cherche à se relever, mais dérape. La terre est mouillée et les feuilles mortes au sol font une bouillie gluante et glissante. Prenant appui sur ses mains qui s'enfoncent dans cette matière visqueuse, elle parvient à se remettre debout, poursuit sa fuite en marche arrière, mais soudain, son dos heurte un arbre. Elle se sent coincée, elle ne peut plus bouger et ses yeux ne l'ont pas quittée. Il est là. Il se balance. Le mouvement fait grincer la branche à laquelle il est pendu. Ça commence fort. Je suis entièrement d'accord que moi, j'avais jamais pensé que sous les plumes du vent, ça faisait léger. En fait, comme Hein. le recueil parle beaucoup de destin, c'était vraiment ce vent qui nous pousse sans qu'on le contrôle vraiment, là. C'était plutôt l'idée. Et Hmm. je suis assez d'accord que, après coup, je réalise que peu de mes nouvelles sont gaies. Oui, peut-être que j'ai un regard un peu noir sur le monde qui nous entoure. Je crois que je suis un petit peu déçue quand même par, je sais pas si je devrais le dire, je crois que je suis un peu déçue par l'humanité. J'ai, comme je dis, je suis anthropologue, je suis passionnée par l'humain depuis que je suis toute petite et quand je regarde le monde autour de moi, des fois je me dis qu'on n'a pas vraiment réussi. Et puis je nous inclus dedans. Je pense que nous étions, en tout cas, moi, les gens de ma génération, nous étions la génération qu'aurait dû faire basculer les choses d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et je crois qu'on n'a pas assez bougé. Puis là, on est en train de s'agiter dans tous les sens. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est la question. Mais je crois quand même aussi en l'intelligence suprême de l'homme qui, s'il y a une vraie volonté, on pourra s'en sortir. Mais c'est la volonté que je ne vois pas. Mais, voilà. Hmm. Dans sa nouvelle, il y a cette part d'humanité, de l'humanité, mais il y a aussi sans doute peut-être cette part de toi aussi. Oui, alors puisque là, raconter un peu le contexte des nouvelles, là, c'est vraiment, je me promenais bel et bien un jour dans le bois, toute seule. Le jour tombait. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai entendu ces branches grincer. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à un pendu. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive une nouvelle là-dessus. Donc ça, c'est le démarrage tout simple de cette nouvelle. Mais oui, il y a sans doute une part de moi. Depuis petite aussi, je suis assez fascinée par la mort. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la mort. C'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, ce manque de sens un petit peu. D'où on parlait de religion tout à l'heure. Je pense que voilà, les gens ils vont chercher du sens là-dedans, là, parce que Hmm. quand on s'interroge vraiment, là, c'est cet éternel recommencement. J'arrive, si je m'en sors bien, je suis heureuse. Si je m'en sors mal, comme quand même une grande partie de l'humanité, beaucoup de souffrance. Pourquoi c'est une grande interrogation chez moi. Oui, Grande interrogation. ça pose question, comme on dit, et chacun tente d'y répondre Oui, à sa manière en fonction de ses ressources, de ses rencontres, et parfois simplement de l'endroit où il est né, dans quelle famille, quelle partie du tout à monde. fait, Ouais. tout à fait. Tu Beaucoup me de chance disais, là-dedans. Tu me disais dans un mail, quand je te demandais un petit peu de te présenter, voir qui tu étais, tu m'as dit en fait que les nouvelles, c'était pour toi une écriture écrite au scalpel. Euh, d'où effectivement ma question, pourquoi ces nouvelles, pourquoi ce scalpel, qu'est-ce qui pour toi est essentiel dans ce type d'écriture? Tu recherches quoi en fond? J'aime l'idée d'essayer de décrire ce que je vois ou ce que je ressens. Parce que, bon, c'est vrai que c'est des fictions, les personnages n'existent pas forcément ou sont largement inspirés, mais ça reste quand même, dans la plupart des nouvelles, des personnages fictifs, mais qui pourraient très bien exister, hein. Un dimanche à la piscine de, ça pourrait très bien exister. Et c'était essayer de décrire un phénomène où on pourrait juste dire, ah, c'est dégoûtant, puisque là, on parle donc de viol d'enfants, essayer juste d'essayer d'aller décrire un événement, mais sans tomber dans le ah, mais c'est juste atroce, ah, mais comment il peut, un phénomène, un processus.
Donc c'est toujours, je pense que c'est l'anthropologue en moi, là, essayer de décrire des situations dans différents bouts du monde et en incluant dedans donc des destins dont on disait tout à l'heure qu'on n'en dirige pas la course. Oui, c'est ça. À cause des parents qui nous poussent par la chance, on le disait, en fonction du lieu où on est né, de la famille dans laquelle on est né, la classe sociale. Oui, il y a des gens qui réussissent, mais on part déjà avec 1000 points d'avance quand on est Mm. aujourd'hui femme en Occident, versus, désolé du gros cliché, hein, mais femme en Afghanistan. Je veux dire, elle a beau être extrêmement brillante, extrêmement débrouillarde, les chances de réussite sont infinitésimales. Donc Mhm. voilà, il y a des phénomènes et puis il y a des parts de chance et c'est essayer de mêler un petit peu les deux, mais de façon la plus incisive possible pour que ce soit le plus clair possible. Mhm. Et en lisant bien ces nouvelles, finalement, on peut peut-être aussi trouver des parts de toi en lisant bien. Des parts de moi, Oui. pas, pas bon, ah oui, l'obsession pour la mort, très clairement, mais sinon c'est un petit peu ce que Rousseau appelait le regard éloigné. Je suis plutôt à l'extérieur, je regarde et je décris. Mhm. C'est sûr que les nouvelles chez les Inuits, là, c'est vraiment. Alors, une très sombre, mais une très lumineuse, parce qu'il y a du lumineux quand même beaucoup chez ces communautés autochtones. Euh, c'est vrai que ça, par contre, un dimanche à la banquise, je l'ai complètement vécu. Je suis partie avec les Inuits, on est parti 3 jours à la pêche, etc. Ça, c'est de la description pure. Mais c'est quand même toujours quelqu'un de l'extérieur. Je ne suis pas une Inuk, je n'étais pas là pour Bien sûr. longtemps, j'ai séjourné Ouais. 6 semaines. Donc, c'est quand même toujours un regard un peu éloigné. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est pas une part de moi, mais c'est ce que j'ai observé. Mhm. Et alors, tu parles effectivement de l'humanité, de ton souci de comprendre aussi, de voir, et du coup aussi cet aspect critique que tu nous fais découvrir sur des événements parfois que l'on ignore, notamment ces opérations de stérilisation aux États-Unis. Tu en parles dans une nouvelle à la vie, à la mort, Oui, qui est c'est vrai que si tu écris un mot scalpel, hein, c'est-à-dire que parfois on aurait, j'ai envie de dire, peur de voir des mots quelque part superflus qui alourdissent un petit peu le sens du texte, le sens des mots, le sens de la nouvelle. Ici, en fait, on sent que tu es allé au plus juste et qu'il n'y a pas de mots en surplus. Vie ne cessait de lire et relire l'invitation qu'elle envoyait à mort. Elle se délectait d'avance de cette ultime étape, celle qui proclamerait sa victoire définitive. Le combat ne datait pas d'hier. En fait, il était né au moment même où l'homme avait pris conscience de l'inéluctabilité de sa destinée. Peu à peu, de siècle en siècle, de civilisation en civilisation, pour se faire croire qu'il la maîtrisait, au moins un peu, l'homme s'était inventé des mondes parallèles. Il avait paré ses défunts de colliers, tapissé leurs dernières couches de fleurs, encombré leur sépulture de mille et un objets censés servir dans l'autre monde. Bref, il avait donné à mort une place de choix dans son univers, et la place prédominante dans ses peurs. Vie en avait développé une jalousie maladive. C'était à elle et elle seule que revenait la première place. Le miracle de la vie. ça, c'est une nouvelle qui est censée être humoristique quand même, hein. Oui, Je fais deviner avoir deux personnages qui se combattent. oui. Euh, Oui, enfin humoristique et en même temps, derrière l'humour, il y a la part effectivement inéluctable de notre destinée qui est de fait la mort. Donc, c'est un... et une mort nécessaire. Oui, Là, comme on dit, on dévoilera pas la fin de la nouvelle, mais non, une mort nécessaire. Et puis, je dirais qu'à la limite, la mort, c'est ce qui donne le plaisir à tout. On a quand même toujours une petite part derrière nous de oh, profitons-en. Un jour, il y aura plus ça que si on était tous immortels. Qu'est-ce qu'on ferait? Oh, j'ai le temps, etc. Donc, la mort, c'est aussi un stimulant pour bouger, pour avancer, pour faire des choses quand même. Donc, euh, il y a de l'humour, c'est un humour un peu grinçant quand même. oui, oui, je suis entièrement d'accord.
tu as une façon justement à toi d'aborder je dirais la question, parce que tu disais tout à l'heure que de fait c'était quand même quelque chose que tu réfléchissais. Donc là, j'ai envie de dire, tu en parles avec humour, mais c'est vrai que derrière l'humour, souvent il y a autre chose de plus profond, de moins évident à vivre pour le coup. Donc euh, comment j'ai envie de dire, toi tu te situes par rapport à la vie, par rapport à la mort. Qu'est-ce que cette nouvelle a cogité en toi? Ben, je pense que je suis comme pas mal d'humains, j'ai quand même un petit peu peur de ce grand moment, de ce dernier grand voyage, mais bon, en même temps, par contre, je voudrais être en parfaite conscience quand il va arriver. Euh, mais voilà, il met vraiment, quand je disais tout à l'heure que j'ai un petit peu mal à trouver de sens à cet éternel recommencement, l'éternel recommencement, je ne le comprends pas, mais pour moi, le sens de la mort, c'est ça, c'est donner goût à la vie. Là, pour le coup, cette nouvelle-là, c'est ça qu'elle met de l'avant. Et puis la nécessité, là, je veux dire, on est déjà à 8 milliards, hein, si on ne mourrait pas. Mhm. Euh, donc, voilà, et puis il y a quand même quelque chose d'assez aussi anthropologique là-dedans. C'est vrai que les rituels de mort, c'est complètement hallucinant quand on regarde les pyramides égyptiennes, les tumulus, même préhistoriques. C'est fou, je veux dire, depuis toujours, depuis qu'il en a conscience, l'humain, quand même, il prend soin de la mort. Est-ce qu'il croit qu'il va la Mhm. repousser, qu'il va la rendre plus facile mais c'est quelque chose qui a toujours. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cette mort, justement, on la repousse de plus en plus loin. Je veux dire, aujourd'hui, ici au Québec, c'est réglé en une journée. Là. On Oui, oui, constate, on oui. brûle et puis c'est fini. Moi, je suis d'origine bretonne, on a encore quand même le rituel de la veillée pendant 3 à 4 jours. Et il est important ce temps-là, de ni vivant ni mort, le temps de réaliser, de, de, de prendre la vague, là, mais entouré de gens qui viennent vous visiter. Et la négation des rituels dans une société qui est une société schizophrène, je me demande, ça va pas être. Je pense pas qu'on cède avec ça. Et Oui, je constate avec regret la disparition des rituels funéraires pour le bien-être humain. oui, bien sûr, c'est vrai que occulter la mort ne la rend pas plus simple à vivre, au contraire. Non, Donc, c'est en faire un tabou et ne pas en parler, c'est la rendre plus difficile aussi à digérer, à vivre, hein. Moi, c'est vrai que oui, j'habite en Belgique et Bruxelles en particulier, et en t'écoutant parler, je me dis, c'est vrai que, par exemple, je ne vois aucun corbillard passer. On a l'impression que la mort n'existe pas, en fait. Donc, on a à peine le droit de seulement par où on passe. pleurer. Ouais. On a à peine le droit de pleurer maintenant. C'est 3 jours, on rentre au travail et puis il faut même plus trop en parler. Alors qu'on sait Mhm. très. Autrefois, c'était un an hein, le deuil. Là. Il y avait le grand deuil, le petit deuil. C'est pas pour rien là que les humains, ils avaient fixé des temps. C'est le nouveau printemps sans la personne, le premier été, le premier Noël, le premier anniversaire, le premier tout pendant un an, sans la personne qui a disparu. Il- L'humain, il a des pratiques depuis tout le temps, il ne les a pas toujours faites au hasard, surtout quand on constate que chez beaucoup de sociétés, c'est à peu près les mêmes temps. Là. C'est parce qu'ils avaient quand même observé la nécessité. Et on est en train de tout balayer et de tout écraser. Et je pense que c'est très Mhm. mauvais. La nécessité de la rencontre simple, c'est vrai on est dans un tel mouvement de précipitation finalement, le temps est une unité découpée en choses à faire que finalement on n'a plus le temps de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre et de se rencontrer. Tout à fait. Et puis au-delà de la négation de la mort, c'est la négation de la vieillesse, c'est la Mhm. négation du temps qui passe. Et je pense que là, ça va être des claques encore plus grandes quand toutes ces générations-là, nous aurons beau passer sous les bistouris rajeunissants. Vous voyez, je ne me teins pas là, mais se teindre les cheveux, jusqu'à ce qu'on découvre la pilule miracle, on vieillit, à l'intérieur, ça vieillit pareil. Là. Donc là aussi, il y a aussi une négation de la vieillesse quand même, c'est de pire en pire. Ouais, le rapport à la vie et le rapport à soi n'est pas du tout évident et c'est vrai qu'on est dans une Non, société où finalement tout est marchandisé et où l'être humain lui-même est finalement un simple objet
malléable et convéable, et puis qui sert évidemment aussi des intérêts commerciaux, quoi. Je veux dire, on est Tout à intéressant que fait. parce qu'on a un portefeuille, quoi. Et d'ailleurs, on n'a jamais progressé aussi vite dans l'assistance à mourir. Non pas que je sois contre, pas du tout. Je suis pour la mort dans la dignité et compagnie. Mais la vitesse à laquelle ça va, c'est parce que c'est ça. C'est en gros, vous êtes vieux, vous ne servez plus à rien, vous coûtez cher pour rien. Alors, on va essayer de se débarrasser de vous. C'est très résumé là, mais parce qu'on manque peut-être un peu de temps, mais c'est vers ça qu'on s'en va aussi là. C'est, Mhm. comme on dit, ça, l'humain, il doit être rentable, efficace, rapporté. Le jour où il rapportera plus rien, puis qu'il coûtera plus rien, bientôt. Alors, c'est le soleil vert. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Moi, il m'avait marqué quand j'étais petite. Non, je l'ai pas vu. Euh, je vous le conseille. C'est Très très bien. noir. Hein. C'est très noir. Mes nouvelles à côté, Ah, c'est pas bah du tout. écoute, écoute. À côté de ça, des nouvelles, c'est vraiment, c'est une détente. C'est une détente. Oui, Mais on parlait de la marchandisation ici. On va parler d'une autre conquête peut-être, mais la plus belle, dis-tu dans cette nouvelle, la plus belle conquête de l'homme. Alors aussi, ce que tu reprends, ce sont des mots qui sont de nouveau aussi écrits au scalpel, que tu mets un petit peu en exergue comme ça, hein. Donc au-dessus de la page, sur la gauche. On a ces quelques mots, et ici en particulier pour la plus belle conquête de l'homme. J'ai rêvé que mes rêves se réalisaient, j'ai rêvé d'un monde meilleur, j'ai rêvé d'un monde impossible, mais j'ai rêvé. Donc voilà, on arrête de temps en temps que les rêves deviennent réalité, mais on parle en tant que rêve. La flèche se ficha dans le pneu avant. Le pick-up fit une embardée et s'immobilisa en travers de la route. Le camion qui le suivait freina brusquement, puis fit demi-tour pour repartir aussi vite d'où il était venu. Le sous-ministre descendit du pick-up pour courir après le camion, mais il ne fut pas assez rapide et il le vit s'éloigner dans la poussière de la piste de terre. C'est alors qu'il entendit le bruit de 10 chevaux au galop. Tout en se retournant, il se pinçait fortement le bras, mais il savait qu'il ne se réveillerait pas de ce cauchemar, car il savait tout autant qu'il était de plain-pied dans la réalité. Il continua néanmoins à se pincer. Qui sait? Il compléta son demi-tour et les vit de près. Des peintures de guerre masquaient entièrement leurs visages. Comment en était-on arrivé là? c'est On ça. Là, sait, oui, on ne sait pas très bien effectivement où on va avec toi, c'est-à-dire que tu plantes un peu le décor en quelques lignes, et puis après on se demande de fait, mais c'est tout l'intérêt évidemment d'une nouvelle, c'est de se dire où cette nouvelle va-t-elle nous mener, sera-t-elle bonne ou moins bonne. Donc ici, où nous embarques-tu et... ben parce que comme je disais, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu décrit dans certaines nouvelles le côté très sombre de certaines communautés autochtones. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a du lumineux aussi. Mhm. Il y a du lumineux réel avec un dimanche à la banquise. C'est vraiment ce qu'ils vivent régulièrement. Ça se passe aujourd'hui encore. Et il y a du lumineux, je pense, à venir. Il y a de belles initiatives dans les communautés. Alors bon, celle-là, c'est une fiction. Je ne l'ai pas observée. Je l'ai juste imaginée. Ça pourrait être ça. Une façon de se sortir des problèmes sociaux qu'ils connaissent, de drogue, violence, abus sexuels, beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de diabète. C'est une part de leur réalité, mais il y a une prise en main de plus en plus visible. Et cette nouvelle, c'est ça. C'est quand même un rayon de lumière sur leur quotidien. Oui, c'est important à souligner pour donner de fait l'envie de passer à du plus léger aussi, tout en Oui. n'occultant pas, tout en n'occultant pas de fait la réalité non plus. Euh, tu as écrit en fait ce livre, ces nouvelles avec une inspiration, j'ai envie de dire, constante, assez aisément, ou bien de temps en temps il y a eu cette page blanche qui t'est arrivée et puis sur laquelle tu as calé? Bah, oui, j'ai des nouvelles en cours ou même des nouvelles finies, mais que j'ai pas mis dans ce recueil et je regrette presque parce qu'il y en avait une écrite en 2008, qui aurait été avant-gardiste, c'était sur les vagues d'immigration.
Ah oui. On en parlait très peu à l'époque, et là, dans cette nouvelle, je décrivais les raz-de-marée qui débarquaient sur nos côtes. Donc, si un prochain recueil, je le mettrai. Par contre, une fois que j'ai une idée en tête et que je commence à écrire, c'est très fluide. C'est assez rare que je vais revenir sur un premier jet. Et ici, en fait, tu écris d'autres livres ou c'est le premier? Ce sera pas le dernier, C'est le visiblement, mais. premier. J'ai un recueil en cours, mais j'ai pas assez de nouvelles pour pouvoir en faire un second. Et j'ai un roman en cours qui, lui, va plus décrire la colonisation du Québec, justement. Ah, voilà. Et justement, moi, je parlais de la page blanche parce que de fait, il y a une page blanche qui s'est quand même noircie, hein. Oui, Page 69. Nos vies nourrissent nos songes nourrissent nos vies. C'est à l'entame de cette nouvelle intitulée Page blanche. Non, décidément, il n'y a rien à faire. Depuis bientôt 3 heures qu'il est là, assis, s'abîmant inutilement les yeux devant son écran d'ordinateur, il n'a encore écrit aucun mot. L'image si souvent utilisée, l'expression tant de fois répétée qu'il a jusqu'à présent, pour ainsi dire ignorée, vient comme par vengeance lui rappeler son tort et lui faire la démonstration cinglante de la réelle torture mentale que le syndrome de la page blanche. Il a pourtant essayé différentes techniques d'inspiration, mais aucune n'a fonctionné. Il est tard et il est fatigué. Il se lève donc et se dirige vers le hamac dans lequel il aime tant lire. Une fois encore, ce sont les écrits des autres qui occuperont sa soirée. Tu parles des lectures des autres qui t'inspirent aussi peut-être dans ta propre écriture. De quelle façon finalement l'écriture des autres t'inspire ta vision du monde, ta façon de voir la vie et ta façon, je dirais, de prendre ton stylo ou ton clavier et d'écrire sa nouvelle. Euh, alors, les nouvelles, j'ai beaucoup aimé depuis longtemps aussi. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup aimé Maupassant, et d'abord par ses recueils de nouvelles, là, Le Horla, Une vie. Euh, Dernièrement, malheureusement, alors là, j'ai un blanc de mémoire, un auteur contemporain, là, désolé pour le point de repère, mais il est tombé d'un toit et il s'est blessé. Il a eu le prix Goncourt des nouvelles, j'aime beaucoup. Et euh, alors, je pense que Maupassant m'a donné le goût à l'écriture des nouvelles quand j'étais plus jeune. Euh, Après, le côté peut-être un petit peu plus, je sais pas comment dire, doux, mais en fait, c'est pas vraiment doux, mes nouvelles, mais j'ai beaucoup aimé Bobin. Toujours Mhm. pareil, je ne suis pas à la hauteur de Bobin et je ne le serai jamais. Mais je me suis dit, et en fait, c'est Bobin qui m'a donné envie d'écrire parce que je le lisais, il me donnait tellement de bonheur, tellement d'émotions, et je me disais, ah, si un jour je pouvais donner quelque émotion, là, ce serait un sens à ma vie, ça, justement. Donner de l'émotion par l'écriture, je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai sauté le pas. Mais attention, je ne me compare pas au grand Bobin, qu'on a perdu d'ailleurs très récemment pour Mhm. plus grand, ma plus grande tristesse. Mais Mhm. il m'a inspiré. Oui, oui, c'est vrai que je crois que c'était vraiment un homme bon, bienveillant, et qui avait lui aussi une écriture au scalpel, c'est-à-dire qu'il disait l'essentiel peut tenir en peu de mots, encore faut-il effectivement être capable d'aller à cet essentiel et de dire les choses avec autant de justesse, ce qui montre évidemment la, la façon dont il parle, la façon dont il envisage la vie et le travail quelque part qu'il a fait sur lui-même pour être justement Il avait être une très. écriture très, très spirituelle, hein, ce que j'ai Hum, quand même pas. Mais tous ces ouvrages ne sont Petite robe d'été là, c'est pas spirituel là, c'est plus dans la description d'une très belle relation. Mais malgré tout, la, la part manquante, c'est beau, c'est juste, c'est beau, c'est magnifique. ouais. Donc ces gens-là m'inspirent. Mais comme je veux vraiment le dire, hein, je me compare pas à eux. Non, mais Oui. non, non, mais il faut pas se comparer, mais c'est très bien. Je veux dire, chacun son style, et puis en plus, tu peux, enfin, on évolue tous, et j'imagine que c'est aussi par l'écriture, par le travail des mots, par le travail sur soi, par le fait d'être devant son clavier ou avec son stylo, que petit à petit on creuse, et qu'en creusant, les mots viennent, d'autres mots viennent, et on affûte son style aussi, sa personnalité. Donc, tu n'es pas encore au bout, hein. Ah non, 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 Bah ce n'est que le voilà. début, j'espère. Euh, alors,
J'ai pointé en fait une autre nouvelle également. Tu me diras ce qui t'a inspiré. Elle est un peu plus loin après la page blanche et le trou noir que tu viens d'avoir. Ça s'intitule Un week-end à la banquise. Page 77. Euh, alors je vais reprendre quand même le petit mot en exergue. De pays fatigués en peuple épuisé, où l'humanité trouve-t-elle encore l'énergie de se perdre en d'inutiles querelles? C'est un petit peu ce qui est un résumé de ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure par rapport évidemment à l'humanité et la direction qu'elle prend trop souvent. Un week-end donc à la banquise. Nous sommes vendredi. La petite aiguille est déjà sur le 5 et dans 10 minutes, la grande va se positionner sur le 12. Ce sera le top départ. Les bureaux vont se vider en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et Aputique suivra le mouvement. Ni courriel ni texto ne pourront la retenir, et si le téléphone sonne, elle ne répondra pas. Voilà trop souvent qu'elle annule. Cette fois, c'est sûr, elle s'offre son week-end à la banquise. Sa mère ne lui pardonnerait pas un nouveau report. La seule perspective de ce qu'elle entendrait alors rend toute éventualité d'annulation parfaitement impossible. Mais c'est surtout pour elle. Elle doit bien se l'avouer qu'elle veut partir. Elle veut l'odeur de l'essence sur ses mains, le bruit du moteur dans ses oreilles et 10 autres motoneiges avançant à vive allure dans son champ visuel. Elle veut le rire des enfants autour d'elle, la blancheur éblouissante de la banquise dans ses yeux. Elle veut l'odeur de renfermer des couvertures restées au camp du lac Thompson. En fait, il est question, comme je viens de le lire dans ce bref extrait, de départ et aussi, si j'ai bien compris, mais là je te laisserai le mot, d'opposition entre la modernité et la tradition. Donc, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, peut-être en termes de choc des traditions, des civilisations. Que faire entre la modernité qui parfois nous étouffe, la tradition qui parfois aussi peut nous étouffer dans un certain sens quand elle enferme. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait pour cette nouvelle Un week-end à la banquise? Ben, ça, c'est vraiment, comme on me disait au tout début de l'entretien, ça, c'est un week-end que j'ai vécu. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est bon, la première nouvelle qui s'appelle Inouk. En Oui, gros, ça se passe dans la même communauté. Et d'ailleurs, dans Un week-end à la banquise, il y a un clin d'œil à un des personnages d'Inouk. Mais Inouk, c'est très noir, là. C'est l'alcoolisme, c'est le suicide, c'est l'abus sexuel, etc. Donc, je voulais quand même, comme je le disais, montrer qu'il y a aussi une part lumineuse dans les communautés. Donc, et ce que je décris dans Inouk, je l'ai vu, je l'ai observé, et ce que je décris dans Un week-end à Damankish, je l'ai même vécu. Je suis partie avec eux. Donc, l'inspiration, c'était aussi une juste part des choses. Ce n'est pas que noir. Donc, ça, c'était la première importance pour moi. mhm, Et c'est vrai que chez les Inuits, ils disent être un vrai Inuk, c'est ça, c'est quand même c'est continuer à partir. Bon, sauf que voilà, on part plus en chien de traîneau, on part en skidoo, puis il n'y a pas de problème. Je veux dire, ces sociétés qu'on dit traditionnelles, c'est pour ça que je mets ça entre guillemets, je déteste ce terme savoir traditionnel. On a un peu trop tendance à vouloir les figer dans le temps. Et c'est des sociétés qui avancent, qui sont plein pied dans la modernité, ils ont tous leur téléphone cellulaire, ils ont Internet, etc. Et ça n'empêche pas qu'ils peuvent continuer à pratiquer des activités qu'ils pratiquaient depuis longtemps, la chasse, la mhm, pêche, mhm, mais avec des objets modernes, avec des armes à feu, avec des skidoo, avec des tentes en toile, etc. Donc, c'est pas parce qu'on est moderne qu'on est plus inuit, hein, que ce mhm. sont plus des ça reste tout le temps des Inuits, mais qui sont pas, il faut arrêter de les figer dans le temps. C'est ça. Oui, puis c'est aussi une manière de respecter évidemment les traditions des autres et de ne pas les opposer les unes aux autres précisément. Exact. Donc, c'est évidemment tout l'intérêt de rappeler leurs traditions et de dire qu'elles sont évidemment tout autant valables que les nôtres, si pas plus. Euh, dans le sommaire, en fait, il y a évidemment d'autres nouvelles. Il y en a une autre qui est, j'ai envie de dire, en Oui, tranches de vie, en 6 tranches même. Donc, on ne va pas la lire, mais c'est pour donner une petite idée. Donc, effectivement, il y a Inou qui est la première nouvelle. Il y a aussi la valse enfantine, le guide,
Et alors, ces six tranches de vie, oui, ça se découpe en tranches et c'est vrai que c'est c'est parfois assez déroutant aussi, un amour inconditionnel qui parfois est redoutable. Et oui, j'en ai fait pleurer, paraît-il, avec cette nouvelle. Oui, tu veux en dire un petit mot? Euh, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'elle est un peu. Quand je réalise, Elle est tranchante. elle est raide, mais je pense que ça peut être le ressenti là de cet amour complètement fou que certains parents peuvent avoir pour leurs enfants, et qui peuvent parfois d'ailleurs expliquer certains gestes, ces gestes faits divers là où un homme tue ses enfants, sa femme se tue après, c'est personne euh, plutôt que pas moi. Euh, et c'est pas de la haine, c'est pas de la méchanceté. Je pense que c'est un amour même pathologique, là, c'est un amour pathologique. Mais je crois que c'est une vraie démonstration d'amour. C'est pas eux sans moi. Hmm. C'est ça. Plutôt mort que sans moi. Et voilà, c'était pareil ce que je disais. Ce sont des événements très ponctuels qui arrivent de temps en temps, puis que j'essayais juste de comprendre, d'essayer de disséquer un petit peu pour éventuellement, est-ce que ça peut être un processus, une explication. Oui, oui, là, on rentre vraiment dans la psychologie. Donc, on a un Oui, peu les deux couches, quoi, la couche anthropologique et la et couche psychologique, psychologique. ouais, Et- qui forcément s'interpénètrent. oui, puisque je ne suis pas psychologue, je dirais c'est plus peut-être une empathie hypertrophiée. Essayer vraiment de comprendre ce que certains individus peuvent ressentir. Hmm. Je ne sais pas, Yaron, si par rapport euh, à ce que nous venons d'évoquer brièvement, pour ne pas non plus déflorer l'ensemble des nouvelles et surtout pas évidemment leur trame tantôt heureuse, tantôt moins plus angoissée, si tu souhaites donner encore l'un ou l'autre mot pour donner peut-être une touche supplémentaire à ce qui vient d'être dit. Bah, je dirais que les petits mots en exergue, là, là, c'est un petit peu plus poétique, là, les petits textes qui suivent Oui, chaque nouvelle. Et c'est une tentative de mise en contexte un petit peu. Et peut-être une explication à la nouvelle. Justement, quand je disais où est-ce qu'on trouve la force de se battre encore, bon, bah, après, ça peut être aussi le contrepoids. On se bat plus, on fait juste en profiter. Mais voilà, c'est un petit peu ces petits textes un peu plus poétiques, c'est un petit peu les terreaux, je dirais, des nouvelles. c'est ça. Il y a ce petit résumé qui de fait indique un petit peu la teneur de la nouvelle et puis il y a ce quatrième de couverture que je trouve très bien écrit qui pour le coup lui résume davantage évidemment l'ensemble de ces nouvelles et que je vais lire pour donner le goût à nos auditeurs d'acheter ce livre et de plonger dedans. Ce recueil de nouvelles traite essentiellement de destin dont il n'est pas si évident d'en diriger la course. Les thèmes de la solitude et de l'ennui de l'enfermement et de l'incommunicabilité sont récurrents et traités dans des bouts du monde et des atmosphères variées. Certaines nouvelles, comme une bouffée d'oxygène, sont un peu plus légères. Je crois qu'effectivement, c'est ce qu'on a fait entendre aussi. Oui, Mais comme je le disais et comme on l'a dit, je pense, ça fait partie de la vie puisque de fait tout est mélangé et qu'on ne peut pas non plus se mettre la tête sous le sable sous prétexte que on veut absolument une vie idyllique. Ce n'est vraiment pas le sens de la vie et je pense que c'est ce qui permet aussi de rejoindre nos auditeurs dans leur propre vie à travers l'existence d'autres personnages dont tu relates un petit peu une partie de la vie, leur trame singulière. Donc voilà. Merci Yaron pour cet échange. bah, merci beaucoup Pascal, ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt.